dépasser la ligne de but. Une ligne droite, un virage et une dernière ligne droite. S'il te plaît, à 2 mètres de la ligne. Across the finish line to get the victory. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne, le podcast qui décrypte toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et 2 fois par mois, j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. Athlètes, médecins, journalistes sportifs, dans l'ombre ou sous le feu des projecteurs, nous découvrirons ensemble les joies, les peines et les passions de ces personnalités au destin aussi atypique que extraordinaire. Je t'invite grandement à t'abonner, à noter et à laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me suggérer des idées, des améliorations ou encore des invités. Tu peux également suivre la page Instagram laligne.podcast où tu découvriras l'envers du décor de chaque épisode. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. Le sauvetage sportif, le vrai, un vrai sport qui se pratique à tout âge, c'est même devenu, figurez-vous, un passe-temps national. Hello Anna, comment ça va aujourd'hui ? Salut David, écoute, ça ne peut aller mieux. Je suis super content d'être ici, de pouvoir partager un moment avec toi et discuter du sport, du sauvetage côtier. Donc, je suis super heureuse et ravie. Eh ben écoute, ça me fait vraiment très plaisir depuis le temps qu'on voulait faire cette interview. Donc si tu le permets, je vais te présenter un petit peu auprès des auditeurs. Donc Anna, tu es née au début des années 2000 et tu te mets dès tes 9 ans au sauvetage côtier. Exactement. Le sauvetage côtier, ce sport qui anime ta vie et dont tu nous décriras en détail les épreuves après. Mais ce sport, au-delà de la dimension physique qui est très importante, a pour but d'être utile en sauvant le mieux et au plus vite des gens en mer ou en dehors. Donc c'est une discipline sportive à part entière, mais il y a bien plus que ça. Tu as pu partir avec l'équipe de France, participer aux championnats du monde et d'Europe, notamment en Australie et en Italie, à seulement 15 ans. Au-delà du sport, tu es également une lycéenne. Dans cet échange, nous reviendrons sur ton sport, le sauvetage côtier, tes exploits en championnat du monde et d'Europe, ta préparation physique et mentale, mais également l'importance des études pour toi. Bienvenue sur le podcast La Ligne, Anna, et merci de me recevoir chez toi à Saint-Jean-de-Luz. Eh bien, écoute, c'est avec grand plaisir. Je vois que tu t'es super bien renseigné, que tes informations sont vraiment bonnes. Donc, bravo à toi. Écoute, merci. On va essayer de faire le meilleur interview possible, en tout cas sur ce sport que moi je ne connaissais pas du tout avant d'entendre parler de toi et qui m'a vraiment fasciné. Donc j'ai une petite question traditionnelle dans ce podcast, c'est quand tu étais enfant, bon, même si tu as 17 ans, quand tu étais vraiment enfant, c'était qui ton ou tes modèles dans le sport ou ailleurs ? Alors, en règle générale, je prends en fait chez chaque personne des choses que j'admire et que j'aimerais, dans cette situation-là, pouvoir réagir de la même manière. Du coup, ça va pas être forcément une personne en général. Ça peut être des entraîneurs, des enseignants, des amis, des sportifs de haut niveau, des acteurs. Sinon, après, plus précisément dans le sauvetage côtier, mon grand modèle, c'est Elisabeth Forsyth, parce qu'elle est très très forte dans les épreuves que je pratique. Et sinon, en règle générale, dans le sport, ça va être Kevin Mayer, parce que j'aime beaucoup en fait son état d'esprit, les valeurs qu'il prône, l'amour du sport qu'il a et la passion qu'il transmet au travers ses vidéos YouTube, au travers les posts qu'il fait. Et j'aime beaucoup aussi le côté du dopage. Il lutte vraiment contre le dopage et tout ce qu'il va mettre en œuvre pour y arriver. Il a d'ailleurs sorti son livre Mes 10 commandements. Moi, je viens de voir ça là, très récemment. Je me suis empressée de l'acheter pour pouvoir le lire. Bon, c'est super. Alors, un jour, j'aimerais bien l'interviewer aussi parce que moi aussi, c'est un grand modèle pour moi. Je trouve qu'il est super intéressant et qu'il a une manière hyper intéressante justement d'approcher le sport. Et donc, pour revenir un petit peu sur ta discipline, sur le sauvetage côtier, donc tu es actuellement en équipe de France junior de sauvetage côtier. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, d'où ça vient, comment ça a été créé ? Alors, le sauvetage côtier, c'est un sport qui est vraiment complet de par la diversité des épreuves. Il va y avoir en fait une partie côtière qui va s'effectuer en mer et sur la plage.
Il va y avoir des épreuves individuelles et des épreuves collectives. Et il va y avoir aussi une partie en piscine où, pareil, il y a des épreuves individuelles et collectives. Ce sport, le sauvetage côtier, il part de l'Australie. En fait, c'est les sauveteurs qui, entre eux, après la surveillance des plages, voulaient s'entraîner pour voir déjà lequel était le meilleur, par exemple à la rame, à la nage, pour aller secourir les gens, mais aussi voilà, garder leurs conditions physiques en s'entraînant. Et ils ont créé, c'est là d'où est né ce sport, en fait, le sauvetage côtier. Et ça a été petit à petit amené en France, et où il y a des clubs qui ont été créés. Et depuis, voilà, il y a eu, ça prend de plus en plus d'engouement, et il y a de plus en plus de personnes qui vont être licenciées dans un club de sauvetage côtier. Donc c'est plutôt cool. Et dans le sud-ouest, c'est un sport qui est très répandu maintenant? Ouais, de plus en plus, surtout en fait depuis les gestes qui sauvent. C'était après les attentats de 2015. Il y a eu beaucoup de Français qui ont montré qu'ils voulaient apprendre certains gestes basiques pour pouvoir sauver sur les lieux. Et donc en 2016, il y a eu une campagne qui a été faite justement pour ces gestes-là. Et avec le ministre de l'Intérieur et l'Éducation nationale, les clubs de sauvetage vont justement apprendre gratuitement les gestes qui sauvent. Ça va être une formation d'à peu près 2 heures pour que le but, ce soit que tous les citoyens, en fait, connaissent ces gestes de base et puissent intervenir le plus rapidement possible sur une victime qui va être proche d'eux. Donc, ça peut être savoir masser, savoir réagir en cas d'hémorragie, savoir alerter les secours. Et il y a aussi les surfeurs qui sont concernés par ça, justement, parce que quand il y a un accident dans l'eau, ça va être eux qui vont être les plus proches de la victime. Et c'est le même combat, vu qu'ils veulent eux aussi pouvoir sauver les gens, avoir ces gestes de premier secours. Et donc, je pense que justement, cette volonté, cette prise de conscience de pouvoir sauver les autres juste avec quelques gestes, ça a un petit peu aidé au développement du sauvetage côtier. Je pense aussi les gens qui habitent, de plus en plus de personnes habitent sur le littoral, et ils veulent donc que leur enfant puisse savoir nager, savoir se débrouiller dans l'eau. Donc, c'est beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui ont fait que le sauvetage côtier a été de plus en plus reconnu. Aussi, je pense, le fait d'être MNS l'été, avoir ça comme premier job, ça peut plaire à pas mal de monde, c'est bien, quoi. Donc toi, en fait, en parallèle de justement de ce sport, tu es également sauveteuse l'été sur les plages. C'est ça, j'ai fait ma première saison cette année. J'ai travaillé en juillet sur les plages de Bidart, donc en tant que pompier volontaire. C'est le statut qu'on a. J'ai travaillé sur la plage de Louabia. Et en août, j'ai travaillé avec la mairie de Saint-Jean-de-Luz, sur la grande plage de Saint-Jean-de-Luz, ainsi qu'en septembre, où j'ai fait les mercredis après-midi et les week-ends. Ouais, donc c'est vraiment un sport qui est utile au jour le jour, parce que même en dehors de la mer, maintenant tu connais les gestes de premier secours à prodiguer, donc c'est quand même super important. Et justement, au niveau sportif, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les différentes épreuves de ce sport? Alors, dans la partie côtière, va y avoir une épreuve de nage en mer, une épreuve de paddleboard, une épreuve de surf-ski. Donc, ces 3 épreuves-là, il faut faire le tour de bouée et arriver. Le premier arrivé, il a gagné la course. Ensuite, il va y avoir un 90 mètres sprint sur le sable et une épreuve de flags. Donc, les flags, c'est par exemple, il y a 10 personnes qui sont allongées sur le sable. Ils vont donner un top départ. Et derrière eux, va y avoir le nombre de bâtons moins 1. C'est-à-dire que s'il y a 10 personnes sur le sable, il n'y aura que 9 bâtons. Et au top départ, on se retourne et on va chercher le bâton. Et ça, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un bâton. Et qui est du coup, celui qui a le bâton est gagné. Et chaque épreuve, en fait, est représentative du sauvetage. C'est-à-dire que, par exemple, la nage, ça va être pour aller secourir les gens en nageant. Le paddleboard, ça va être pour aller secourir les personnes avec une board, justement, de sauvetage côtier. Le 90 mètres sprint sur sable, ça va être tester son aptitude à courir le plus vite possible pour aller chercher la victime. Les flags, le bâton de flag, ça va représenter la main d'une victime qui va faire un signe, justement, pour qu'on aille l'aider. Ok, donc il y a plein de variantes, mais au final, le but, c'est toujours de sauver une personne. Exactement, c'est apprendre de manière ludique à pouvoir sauver les personnes le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Et en fait, ce sport va nous faire prendre conscience de la valeur de la vie et va nous faire prendre conscience de soi, d'autrui, et qu'en fait, il faut agir le plus vite possible,
le mieux possible parce que chaque seconde compte et chaque seconde peut avoir un effet sur l'état de la victime. Et ça, on en prend conscience. Et du coup, en travaillant les points techniques, les passages de barre, la nage, la rame, la course, le cardio, l'endurance, on va être de plus en plus apte à sauver une personne du mieux possible. Et c'est ce qui t'a attiré dans ce sport? Quand on commence ce sport à 9 ans, on n'a pas on n'en prend pas conscience de tout ça. C'est avec le temps, on comprend des choses et en apprenant. Et c'est sûr qu'en faisant un été de plage, on prend aussi conscience des responsabilités qu'on peut avoir face aux autres et que oui, chaque personne en fait peut avoir un impact sur la vie d'autres personnes, sur tout ça quoi. Ouais, tout ce qui fait le sauvetage donc. Et donc toi, tu es également en équipe de France de cette discipline du sauvetage côtier. Et en 2018, il me semble, tu es parti faire les championnats du monde en Australie. C'est bien ça? C'est exact. Ok, super. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience et comment t'en es arrivé à, en quelque sorte, te retrouver à 15 ans au championnat du monde en Australie? Alors en fait, tout est parti du fait que j'adorais faire des flags. Je me sentais trop bien quand je faisais des flags et je me suis dit, si je m'entraîne un peu plus, peut-être que je vais pouvoir augmenter mon niveau. Donc je me suis entraînée en course, je me suis entraînée en rame et j'ai réussi à progresser, à gagner des compétitions, à être meilleure. Tout en gardant justement ce côté de plaisir, ce côté de c'est ludique, on s'amuse, on est avec les copains, on est avec l'océan, on apprend à surfer. Et puis, je savais qu'il y avait une sélection pour l'équipe de France qui se faisait en fin mai, début juin. Et je me suis dit un jour, pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Du coup, je me souviens que je suis partie voir ma mère à cette époque-là et je lui ai dit, maman, tu penses que là, j'ai combien de pourcents de chance d'être prise en équipe de France? Et là, on devait être en septembre, par exemple. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, je pense que, allez, t'as 5%. Je lui avais dit, ok, écoute, je vais m'entraîner tout l'hiver pour arriver à cette compète et augmenter mon pourcentage de chance d'y arriver. Donc, c'était assez marrant parce que parfois, j'avais des déclics et on discutait. Elle me disait, ouais, là, t'as 20%, là, t'as 50%, là, t'as... Et ça augmentait jusqu'à faire la compétition. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis amusée, j'ai essayé de faire de mon mieux possible parce que je ne pouvais pas m'entraîner plus que je m'étais entraînée. J'avais tout mis en œuvre et je me suis dit, j'y vais. Si ça paye, tant mieux. Si ça paye pas, j'aurais essayé. Et au final, j'ai fait de très, très bons résultats. J'étais assez contente. Et une semaine après, je vois que je suis prise en équipe et que je vais participer aux championnats du monde qui ont lieu en Australie. C'était vraiment un truc de dingue, quoi. J'y croyais pas. Et le soir, on a fêté ça avec mon entraîneur, tout ça. Donc, c'était assez sympa. Mais après, quand tu prends vraiment conscience que tu pars 1 mois en Australie faire les championnats du monde, t'es là, waouh, c'est trop cool. Et pendant ce laps de temps entre les championnats du monde et ma sélection en équipe, je me suis vraiment dit, j'ai envie d'arriver à cette compète et de prendre le plus de plaisir possible, kiffer en fait la compète et pas la subir. C'est hyper important. Sortir de là et me dire, j'ai donné mon max, j'ai fait de mon mieux, et puis c'était trop cool, quoi. Et pas avoir mal au ventre, subir le stress, tout ça. Du coup, je me suis vraiment préparée mentalement, en réfléchissant, en me disant en me mettant dans les conditions, et bien sûr en préparant physiquement pour arriver et pas avoir de stress, comme quoi je me suis pas assez bien préparée. Du coup, on a fait 2-3 semaines de stage là-bas, sur la Gold Coast, et après on a fait la compétition, à peu près 1 semaine de compétition à Adélaïde. C'était assez sympa parce qu'on était mélangés avec les seniors aussi. Donc, dans l'équipe de France, tu as une équipe de France junior, moins de 19 ans, et une équipe de France senior, plus de 19 ans. Du coup, on était mélangés avec les seniors qui nous ont bien sûr appris beaucoup de choses parce qu'eux, ils ont de l'expérience. Il y avait des athlètes qui étaient déjà partis aux Jeux Olympiques, d'autres athlètes qui avaient déjà des titres mondiaux, enfin Jeux Olympiques de natation, d'autres athlètes qui avaient des titres mondiaux de sauvetage côtier. Donc c'était assez riche et puis on partageait vraiment une expérience incroyable, quoi. Partir au bout du monde, faire des championnats du monde là où le sauvetage côtier a été créé, c'est vraiment une chance incroyable.
Et on en a tous vachement profité. On a kiffé notre séjour tout en s'entraînant et en gardant en tête qu'on était là-bas, bien sûr, pour représenter la France, pour représenter le pays. Et c'était vraiment bien parce qu'on était vachement soudés et on se battait tous ensemble, en fait. Donc, voilà. Mais justement, quel sentiment t'animait le fait de représenter la France à seulement 15 ans dans une compétition déjà internationale? D'abord, il faut s'en rendre compte parce qu'il y a un moment où tu prends conscience que tu vas au championnat du monde et c'est un truc de ouf. Et puis, tu as envie, en fait, de faire honneur à ça. Tu as envie on te fait confiance et tu as envie qu'on se dise on t'a fait confiance, et ben on a eu raison de te faire confiance. De bien représenter, en fait, la France, de bien représenter le sauvetage côtier, de bien représenter tout ça. C'est super important. Et c'est vrai que, voilà, quoi, c'est un moment incroyable. Ouais, c'est fort. C'est Ouais. fort. Et justement, parce que, enfin, on a pu le comprendre dans tes paroles, que l'Australie, c'est un petit peu le Graal du sauvetage côtier. Et c'est quoi pour toi les grandes différences qu'il y a entre le sauvetage côtier en Australie et en France? Alors, il faut savoir qu'en Australie, on peut vivre du sauvetage côtier. En France, on ne peut pas. En Australie, c'est un sport, c'est l'un des sports nationaux. Tu as des compétitions où tu gagnes beaucoup d'argent, des compétitions qui sont vraiment renommées. C'est vraiment là-bas, c'est un métier. Il y a des personnes qui en font leur métier, qui s'entraînent toute la journée pour parfait, pour en vivre, en fait. Ils ont des sponsors, ils sont suivis. C'est vraiment l'ampleur, en fait, qu'il y a en Australie, c'est un truc de dingue. Je suis partie faire en 2019, en avril 2019, les championnats d'Australie. C'est même pas comparable au championnat de France. Au championnat de France, t'as des tentes pour représenter les clubs, c'est-à-dire que chaque club a sa tente. Là, en France, t'as quelques tentes. T'as quoi, je sais pas, une trentaine de tentes. Tu vas en Australie, t'as tellement de tentes que tu te mets à un bout, tu vois pas l'autre bout. Tu te mets à un bout de la plage, tu vois pas l'autre bout de où ça s'arrête. C'est un truc de dingue. Et le niveau qu'il y a, c'est un truc de fou. Tous les Français qui sont partis faire les championnats d'Australie, on revient tous en mode ouah, quoi. C'est des machines. Les mecs là-bas, c'est des dingues. Ils ont vraiment un niveau incroyable. Mais après, voilà, il y en a qui en vivent. Et ouais, donc là-bas, c'est vraiment un sport national. Et est-ce que justement, tu nous as parlé de ta préparation physique? Tu dis Ouais. que tu t'étais beaucoup entraîné pour justement ce championnat du monde. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ça, de qui tu t'entoures, de comment tu organises tes entraînements, quelles sont les concessions que tu dois faire, etc. Enfin, ta routine en quelque sorte. Alors, pour moi, déjà, l'entourage est quelque chose d'hyper important parce que ça va avoir un énorme impact, une énorme influence sur toi, sur comment tu vas t'entraîner, sur tes performances. Que ce soit l'entourage familial, mais que ce soit aussi l'entourage amical ou encore l'entourage des médecins, en fait, tout le staff qui va être derrière toi. J'ai réussi à vraiment bien m'entourer au niveau médical, avec des médecins du sport, des kinés, des ostéos, prépa mentale, prépa physique, qui sont vraiment incroyables et qui font un travail incroyable. Donc, je les remercie. Ensuite, j'ai beaucoup de chance au niveau familial et amical. J'ai toujours eu une famille qui m'a soutenue dans tout ce que j'ai fait. Et pareil, mes amis qui ont toujours été là pour moi. Et du coup, ça va être en fait plein de petites pierres qui vont faire à la fin que tu vas parfait. Pour ce qui est de l'entraînement, je m'entraîne à peu près 2 fois par jour en ayant 2 jours de repos. Tu vas avoir des entraînements spécifiques, par exemple pour le sable, donc des entraînements vraiment axés flags et sprints, des entraînements axés planche, des entraînements axés cardio. Et donc, tu as un quota, en fait, si tu veux, d'entraînement à faire dans la semaine. Et moi, j'aime bien, en fait, m'adapter, c'est-à-dire que je me dis, allez, j'ai tel entraînement à faire cette semaine. Je vais faire, imaginons, un entraînement, mais le lendemain, j'ai mal aux jambes, ben, je vais pas faire de sprint, je vais faire de la planche. Et pas, en fait, être rigide. J'ai un plan d'entraînement, mais je fais ce que je veux, quand je veux,
par rapport à moi, mon corps, comment il est. Après, je pense que la partie mentale est aussi très, très importante. Pour moi, un sportif qui est bien dans sa tête, il est bien dans son corps, il peut perfer. Un sportif qui a une préparation mentale, qui est prêt, qui prend du plaisir, qui a des outils pour contrer des obstacles mentaux qui peuvent arriver en compétition, il a des armes pour se battre. Et comment tu arrives à travailler sur ça, justement? Par exemple, pour préparer une compétition, tu peux faire de la sophrologie. Un sophrologue, il peut te donner des outils, par exemple, si tu as des doutes, si tu commences à douter, si tu commences à avoir des pensées négatives, si tu vois tout ça, et tu peux rentrer dans un cercle, un mauvais cercle, qui va te faire stresser, ou tu vas être anxieux et tu vas pas être apte à performer. Si tu travailles ça et que tu as des réponses en toi aux doutes qui se posent, tu vas être plus calme et tu vas pouvoir te focaliser juste en fait sur ce qu'il faut que tu fasses, sur des points techniques qu'il faut que tu réussisses pour pouvoir perfer. Et pas perdre ton énergie à essayer de combattre tes doutes, tu vois. Du coup, pour moi, la préparation mentale, c'est vraiment important. Tu apprends aussi à te connaître, tu apprends à comprendre comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui te fait peur, comment te rassurer. C'est important de connaître son corps aussi, de savoir physiquement tes limites, ton entraînement, si tu as mal aux jambes, si tu as mal aux bras, qu'est-ce que tu fais, comment tu récupères le mieux. En fait, c'est quelque chose de global, de complet. Tu as des personnes, si elles vont manger tel aliment, le lendemain à l'entraînement, elles vont avoir des glaires, elles vont avoir du mal à respirer. Tu vois, c'est vraiment important de se connaître, de savoir ce dont tu as besoin pour pouvoir t'entraîner et être efficace et pouvoir récupérer le plus vite, le plus rapidement possible pour avoir cette question justement d'entraînement. Et donc justement, déjà, l'alimentation pour toi a une place très importante, avant les compétitions et même dans ton entraînement au cours de l'année? Pour moi, en fait, c'est un tout. C'est pas que de l'entraînement. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal à le comprendre. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont juste s'entraîner et c'est comme ça qu'ils vont progresser. Mais non, en fait, t'as beaucoup de choses à côté. T'as certes l'entraînement, mais t'as la récupération. Si tu récupères pas, tu peux pas être en forme pour t'entraîner. Si tu récupères pas, tu peux te blesser plus facilement. Si tu récupères pas, tu peux pas forcer autant que si ton corps était prêt. Il faut pouvoir écouter son corps et lui faire confiance. Et pour moi, tu as aussi le sommeil qui vient avec la récupération. Tu as l'alimentation qui joue un rôle super important. Si tu n'as pas de vitamines, si tu manges pas par exemple de lait, tout ça, quoi, tu vois, c'est toute une globalité avec beaucoup de choses. Parfois, c'est des petits détails, mais ces petits détails, ils vont compter. Par exemple, je sais pas, prendre une gourde quand tu vas en cours pour pouvoir boire et t'hydrater, c'est rien en soi. Mais si tu réfléchis, du coup, tu vas moins te blesser parce que tu vas être plus hydraté. Je sais pas, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que à la fin, ton corps est plus prêt à pouvoir s'entraîner. Il va pouvoir mieux s'entraîner. Ta tête va se sentir mieux, elle aussi. Par exemple, aussi les étirements. Il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui s'étirent, mais c'est super important. C'est chiant, certes, mais c'est super important. Ça t'évite de te blesser, ça te permet d'avoir une souplesse. Tu es plus souple. Donc, par exemple, en rame, tu peux aller chercher plus loin. Donc, tu vas avoir des meilleurs appuis. Tu as un peu moins de courbatures. Par exemple, aussi aller faire des massages chez un kiné pour pouvoir récupérer plus vite, pour pouvoir te sentir mieux, en fait. C'est vraiment un ensemble de choses super importantes qui vont faire qu'à la fin, tu auras un plus parce que tu auras fait plein de petites choses qui vont t'amener plus haut. Et justement, ça, c'est une rigueur que tu t'es imposée toi-même très rapidement ou il y a quelqu'un qui t'a guidé là-dedans, dans ton club ou en équipe de France? En fait, petit à petit, j'ai compris qu'il fallait que je fasse certaines choses pour pouvoir m'entraîner mieux, m'entraîner plus, m'entraîner plus fort et que sans ces petites choses-là, je récupérais pas assez vite ou je récupérais pas assez bien, je me blessais. Et comme je le disais, je suis très très bien suivie au niveau médical. J'ai vraiment des gens qui m'entourent qui sont super et qui me donnent des petits tips, qui me font comprendre des choses. Après, ils te le disent
Et c'est à toi de le faire. Ils peuvent pas le faire à ta place. T'étirer, par exemple, 20 minutes tous les soirs, c'est toi qui dois te l'imposer. C'est toi qui dois en prendre l'habitude. Parce que le soir, t'es fatigué, t'as une grosse journée. T'as pas forcément envie de t'étirer pendant 20 minutes. T'as pas forcément envie le matin de prendre un jus de citron chaud. Tout ça, c'est beaucoup de choses. Donc oui, je pense que ça t'apprend une certaine rigueur. Comme aller à l'entraînement. Parfois, t'as pas envie de t'entraîner. T'es fatigué. T'en as marre. T'as pas envie d'aller en chier. Mais tu sais qu'à la fin, c'est ce qu'il faut faire pour atteindre ton objectif. Et puis tu te dis, bon, je vais à l'entraînement, je vais retrouver les potes. Certes, je vais en chier, mais on va tous en chier en fait. Donc c'est un peu plus motivant. Mais oui, tu as une rigueur, tu as certaines choses à faire. Et si tu les fais pas, ben, tu peux pas en fait monter de niveau. Parce que ces choses-là te permettent de mieux t'entraîner, de t'ouvrir des portes pour progresser en fait. Ok, très bien, bah, je comprends mieux. Et aussi, il y a un truc que j'ai pu remarquer un petit peu dans ce sport, c'est que ça reste un sport individuel, même s'il y a des épreuves par équipe, mais qu'il y a vraiment un esprit qui est très important dans les équipes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, que ce soit dans les compétitions ou même dans votre métier de sauveteur? Alors en fait, ce sport, j'aime bien dire que c'est un sport individuellement collectif. Parce que tu as des épreuves déjà individuelles. Mais elles sont pas vraiment individuelles parce que tu as toute ton équipe derrière toi, tu as tous tes potes des autres clubs qui sont là à t'encourager. Et ça te donne une énorme force. Sans ces personnes-là, parfois, tu ne vas pas te dépasser autant que tu te dépasserais. Ensuite, tu as beaucoup de relais aussi dans ce sport. Et donc, ça se fait par équipe. Donc, ça soude encore plus l'équipe, ça soude encore plus les gens entre eux. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais une épreuve, que ce soit un individuel ou un relais, tu rapportes des points. Des points à ton équipe. Par exemple, en équipe de France, on est 12. Donc, chaque personne rapporte des points. À la fin, tu cumules ces points. Et ça va être l'équipe, donc le pays qui aura le plus de points, qui aura gagné, en fait. Donc, certes, tu te bats pour toi. Mais quand t'en peux plus, que t'es fatigué, que t'as mal, pendant l'épreuve, tu peux te dire, il faut que j'aille plus loin pour apporter des points pour mon équipe, pour qu'on soit encore plus haut placé, qu'on atteigne le podium, qu'on gagne. Et donc, en fait, ça te booste encore plus. Et peut-être, effectivement, que s'il n'y avait pas cet esprit collectif, ben, tu te dépasserais pas autant que tu te dépasses pendant les compétitions. Ouais, parce que justement, pour revenir un petit peu sur les championnats du monde en Australie en 2018, donc la France, vous êtes arrivé 3e. C'était votre meilleure performance, c'est toujours votre meilleure performance, non? Au niveau mondial, ouais, c'est exact. Et on était tous super soudés, on s'est tous super motivés. C'était vraiment une ambiance incroyable. Et voilà, ça a payé. On était tellement contents de faire 3e. C'était vraiment un truc de fou. Les seniors aussi ont fait 3e. Du coup, c'était la fête, quoi. Ouais, bah, j'en doute pas. Et après, donc, tu as enchaîné avec les championnats d'Europe, où là, tu as gagné quoi? Alors, les championnats d'Europe, c'était en 2019 en Italie. J'ai gagné les flags. Ensuite, on a gagné le relais Taplin. Et on a fait 2e au relais Taplin mixte. Et j'ai fait 4e en sprint. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le relais Taplin? Alors, le relais Taplin, c'est il va y avoir une fille qui va nager, qui va donner le relais à une autre fille qui va, par exemple, ramer, qui va donner le relais à une autre fille qui va faire du surf-ski et qui va donner le relais à une dernière fille qui va courir pour passer la ligne d'arrivée. Cette épreuve, en fait, donc dans cette épreuve, tu as 4 épreuves, si tu veux. Vu que tu as 4 filles différentes qui vont faire 4 choses différentes, c'est tiré au sort. C'est-à-dire que ça peut être nage, paddle, surf-ski, puis la course à la fin. Ou bien ça peut être surf-ski, nage, paddle et la course à la fin. La course est toujours à la fin. Mais les 3 épreuves avant peuvent être, en fait, elles sont tirées au sort. Et le Taplin mixte, c'est exactement la même chose, sauf que tu as 2 filles et 2 garçons. Ok, très bien. Et donc justement, toi, tu as ton épreuve un petit peu phare, on dirait, c'est les flags. À ton avis, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir justement dans le flags pour performer? Les flags, il faut savoir que c'est une épreuve assez longue, où sur une courte durée de temps, il faut avoir une grande explosivité et une grande rapidité. Du coup, je pense que ça demande beaucoup de concentration, parce qu'il faut rester concentré tout le temps.
pour pas faire d'erreur. Il faut de l'endurance parce que c'est très long, mais il faut aussi de l'explosivité parce que c'est, comme je l'ai dit, une courte durée. Il faut être très fort dans sa poussée. Donc, d'où Euh, l'importance de la prépa physique et de la prépa mentale. Exactement. Il faut en fait pouvoir se relâcher tout en étant concentré et rester dans sa bulle sans que les autres personnes nous déconcentrent. Donc je dirais beaucoup de concentration et de l'endurance, de la rapidité et puis du fun et de la vitesse. Ouais, comme d'habitude, quoi. Voilà. Et avant l'interview, tu me disais que généralement rien ne se passait comme prévu dans les championnats d'Europe, du monde. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes ou des histoires à nous raconter? C'est ça, en fait, dans ce sport, il faut vraiment être la qualité phare, c'est l'adaptabilité. Parce qu'on est dans un environnement, là je parle surtout pour la partie côtière, hein, pas la partie piscine. On est dans un environnement qui est tout le temps mouvant. C'est-à-dire qu'un jour va y avoir des vagues, un autre jour va y avoir un banc de sable. Le lendemain il va pleuvoir, donc le sable il va pas être le même que s'il était sec. Donc il faut être adaptable, faut pouvoir s'adapter en fait. Pour la petite anecdote, au championnat du monde, il y a eu une tornade, il y a une tempête, je sais pas, mais c'était la tempête. C'est une tempête comme ça qui arrive tous les 50 ans. Donc vraiment, ça a été notre veine. Et on savait pas en fait si la partie côtière allait être annulée ou pas, tellement il faisait mauvais. Je me souviens qu'ils avaient préparé un terrain avec des gradins pour les flags, tout était super bien fait, des tentes alignées, des chaises, des trucs de ouf. Et il y a eu cette tempête. Et en fait, le terrain, il y avait des cratères remplis d'eau. Il n'y avait plus aucun gradin. Les tentes tout était détruit en fait. Et on nous avait dit, eh ben écoutez, le programme, on ne sait pas ce que c'est. Le programme, on verra le matin. Alors que d'habitude, on sait quelle épreuve est quel jour. Un peu comme le décathlon. Sauf que là, on nous a dit, on ne sait même pas si ça va être annulé, on ne sait pas s'il va y avoir que des épreuves de sable ou que des épreuves dans l'eau. Du coup, c'est vrai que c'était un peu une source de stress et d'anxiété parce qu'on ne savait pas, on ne savait rien. Mais il fallait justement à ce moment-là apprendre à lâcher prise et pouvoir s'adapter. Et je crois que je sais pas si c'était le matin même ou le lendemain, tard le soir, qu'on nous a dit, en fait, le premier jour, il y aura que les épreuves de sable. Et moi, je m'étais dit, oh là, en fait, le premier jour, il y avait toutes mes épreuves. Donc, je faisais une journée de compète complet et j'avais fini ma compète, quoi. Enfin, mes épreuves à moi. Donc, je m'étais dit, oula, là, ça va être one shot. Je peux pas me louper parce que il y a pas de lendemain, quoi. C'est maintenant ou maintenant. Et je m'étais dit que j'enchaînais toutes les épreuves de sable, donc j'avais pas le temps de récupérer au niveau des jambes. Alors que d'habitude, c'est sur plusieurs jours. Et j'avais enchaîné, il y avait vachement de vent, tu te prenais des rafales dans la tête, tu devais baisser la tête pour pas te prendre tout le sable dans les yeux. Mais bon, c'était vraiment une bonne expérience et j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris aussi. Et je me souviens que dans l'hôtel, t'avais des rafales de vent, t'avais les portes, t'avais beau les caler avec des chaises, ça faisait gling, 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 gling. Et il y avait des tuiles qui tombaient des toits, tu mettais un pied dehors, t'étais trempé. Le vent qui soufflait, qui faisait wouh comme ça toute la nuit. C'était vraiment, vraiment la tempête. Déjà, ça faisait monter la pression avant même d'avoir commencé l'épreuve. Ouais. Donc, tout à l'heure, justement, tu nous disais que c'était qu'en France, on ne vivait pas du sauvetage côtier. Pourtant, toi, t'es une sportive de haut niveau. Comment tu te projettes justement à travers ce sport? Pour mes années futures? Oui, pour tes années futures, est-ce que tu veux justement bouger pour continuer à progresser ou alors justement tu veux te diriger vers des études et garder ça comme un hobby à côté? Alors là, déjà, cette année, j'aimerais bien continuer à viser la sélection d'équipe de France pour pouvoir participer à des championnats s'il y en a, parce qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais bien continuer pour effectivement viser cette équipe de France senior et pourquoi pas essayer d'avoir des podiums et des titres dans des compétitions internationales. Donc, il va falloir continuer de s'entraîner pour, bien sûr. Après, en vivre, voilà, comme je l'ai dit, c'est impossible. Donc, j'aimerais faire mes études à côté, tout en continuant à pratiquer ce sport et à kiffer, à prendre du plaisir. Parce que c'est vraiment important de ne pas oublier qu'à la base, c'est un jeu,
que c'est un moment partagé avec des amis, c'est un moment partagé avec l'océan, c'est un moment pour se vider la tête. Donc voilà, oui, j'aimerais continuer le sauvetage le plus longtemps possible en fait. Ah bah justement, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que tu dis c'est un jeu, c'est une passion, c'est quelque chose qui t'anime et parfois on a tendance à l'oublier avec le sport professionnel. Donc d'une certaine manière, c'est peut-être aussi bien que ça reste amateur parce qu'il y a toujours cet esprit et en plus il y a quand même cet esprit de venir toujours aider les autres. Ouais. Parce que justement, tu me disais avant l'interview que on t'apprenait des gestes qui te permettaient même d'intervenir dans la rue ou Ouais. dans toute situation. Donc moi, je trouve ça quand même incroyable. Et justement, parce qu'actuellement, tu es en terminale, c'est bien ça? Ouais. Et vers quelles études t'aimerais te projeter? Comment tu voudrais justement rester en lien avec le sport ou pas? Alors, j'aimerais faire des études où je puisse rester dans ce domaine du sport. Par exemple, si je fais médecine, j'aimerais pouvoir aider les sportifs à atteindre leurs objectifs, comme en fait moi on m'a aidé à les atteindre. J'aimerais pouvoir transmettre quelque chose, mettre ma petite pierre à l'édifice, être utile pour les sportifs. Et si je ne fais pas médecine, j'aimerais travailler dans le domaine du sport. Je sais pas, que ce soit trouver de nouveaux moyens pour récupérer plus vite, pour récupérer des blessures, ou trouver des choses en fait en lien avec le sport pour aider les sportifs. Parce que je trouve ça super important de faciliter. Parce que quand tu es sportif, tu dois t'entraîner, mais à côté, tu as aussi tes études. Et parfois, c'est dur de combiner les deux. Et moi, on m'a vachement aidé, que ce soit au niveau de ma famille ou au niveau justement des médecins. On m'a enlevé beaucoup de travail, beaucoup de temps de recherche ou beaucoup de temps d'attente pour aller chez le médecin. Et si moi, justement, je peux aider des sportifs pour qu'ils réussissent à faire tout ce qu'ils veulent faire, ben, je trouverais ça incroyable, quoi. C'est vraiment mon objectif. Ok, parce que justement, enfin, par curiosité, quand tu es parti faire les championnats du monde et les championnats d'Europe, du coup, tu pouvais pas aller à l'école. Ça n'a pas posé de problème, on s'est adapté, tu t'es adapté à ça? Alors, j'ai la chance d'avoir eu des professeurs qui ont été d'une bienveillance incroyable. Ils ont été super gentils. Ils m'ont aidé vraiment. Ils m'ont envoyé les cours et il y avait des choses que je comprenais pas forcément. Ils ont pris sur leur temps à eux pour m'expliquer des choses, pour me faire comprendre. Et même cette année-là, où j'ai pas trop de compétition ou quoi, ils vont prendre du temps pour m'expliquer, pour qu'on comprenne, pour trouver des solutions en fait. Parfois j'ai des entraînements, j'ai des choses en lien avec le sport où je loupe les cours. Je loupe pas mal les cours quand même. Et je peux pas forcément être là du coup. Et donc il y a des choses que je comprends pas forcément. Et eux, ils vont toujours être là pour m'aider. Sans jamais, pas une fois, ils m'ont montré que ça les, désolé pour l'expression, mais que ça les faisait chier, quoi. Pas une seule fois, ils ont toujours été super bienveillants. Donc voilà, aussi, je remercie tous mes profs pour ça, parce que c'est vraiment super important de se sentir soutenu et de pouvoir partir sereinement en se disant, bah ouais, je vais louper un mois de cours, mais je sais que je vais pouvoir les rattraper. Parce que voilà, les cours, c'est quand même important pour les études futures. Et eux, ils ont toujours été là. Donc, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Ah bah, c'est top, hein, parce que ouais, ça te permet justement de partir apaisé alors que tu n'es pas dans un centre de formation ou dans un pôle France ou enfin dans une structure, on va dire, plus professionnelle et pourtant tes profs font la démarche. Moi, je trouve ça top et en plus, c'est ce qui permet aux gens de continuer de vivre de leur passion. S'ils n'avaient pas eu cette démarche-là, en fait, je pourrais pas, tout simplement, je pourrais pas faire les deux. Parce que quand je suis partie 2 fois 1 mois en Australie. Pour les championnats d'Europe, je suis partie 3 semaines, 1 mois. Et puis, comme je le disais, je loupe pas mal pour beaucoup d'entraînements, des sponsors, des partenariats, des trucs, des rendez-vous, des interviews. Et au final, ça fait quand même pas mal d'heures de cours qui sont loupées. Mais je peux les rattraper grâce à eux. Ok.
Justement, là, tu parlais de sponsors, ça m'est venu à l'esprit. Comment, justement, Est-ce que déjà, tu arrives à représenter des marques et à travailler, à faire des choses pour démocratiser le sauvetage côtier ou des marques, tout simplement? Alors, en France, dans le sauvetage côtier, tu pas énormément de sponsors. Tu vas avoir des sponsors de planches, par exemple, comme moi, mon sponsor, ça va être Dolphin. Il va chaque année me donner une nouvelle planche. Donc, j'ai beaucoup de chance parce qu'ils me soutiennent énormément et il faut savoir qu'il faut pas mal de matériel dans le sauvetage côtier qui est assez cher et que les planches, tout ça, peuvent s'abîmer assez rapidement. Et donc, j'ai aussi ce côté-là où je n'ai pas besoin de me soucier en me disant, je sais que derrière, si j'ai besoin d'une planche, je peux en avoir une. Ce sponsor-là me permet aussi de pouvoir partir n'importe où dans le monde. S'il y a des planches Dolphin, ils me prêtent une planche Dolphin. Ils me permettent aussi de pouvoir aller partout dans le monde et me trouver un logement. C'est-à-dire que si je veux partir en Nouvelle-Zélande, ils peuvent me trouver un logement. Donc c'est assez sympa, on a vraiment un bon dialogue. Moi, je fais des retours sur les planches, sur les shapes, sur comment je me sens sur les planches. Et je leur fais un peu de pub au travers de mon compte Instagram. Et puis en parlant avec des gens, en expliquant dans mon club pourquoi est-ce que moi j'aime cette planche. Parce qu'effectivement, si j'aime pas comment elle est, si je me sens pas bien dessus, ça sert à rien. Et expliquer en fait le pourquoi du comment. Après, j'ai aussi un nouveau sponsor là qui s'appelle Waterman Life et qui est basé à Bidar, à Louabia, en face de Louabia, qui va lui en fait il va faire des vêtements techniques pour le sport, pour aller dans l'eau, pour courir, pour pouvoir tu fais ta séance de sport, tu as envie d'aller prendre un café avec quelqu'un, mais en fait tu peux parce que son habit il va être lifestyle, il va passer partout. Et c'est vraiment de la bonne qualité. Tu te sens à l'aise, t'as pas d'irritation, tu te sens bien. Ça va vraiment être des bons produits. Et donc, je vais avoir ce côté-là où j'ai pas besoin de me soucier de ce qu'il faut que j'achète, de ceci, de cela. J'ai besoin d'un leggings, je vais le voir. J'ai besoin d'un t-shirt manche longue, je vais le voir. J'ai besoin de ceci, de cela. On discute. Et c'est super bien parce qu'il est super ouvert. Moi, je vais lui dire ce que j'aime pas. Et il va en prendre compte et on va pouvoir dialoguer. Donc, c'est super intéressant et c'est super important. Et donc, en fait, au-delà de la dimension sportive, déjà, tu apprends aussi à représenter des marques, à communiquer sur ton image. Et, enfin, c'est maintenant hyper important dans le sport. C'est super enrichissant aussi parce que tu rencontres plein de monde. J'ai un ami, on a participé à un événement d'Octobre Rose il y a 2 week-ends. Et c'est super intéressant, tu rencontres vachement de monde, on a beaucoup parlé de sport, on a parlé justement de mes sponsors, tout ça, et c'est super enrichissant. Ça t'apprend vachement de choses, mais le sport en général, c'est une école de la vie, parce que t'apprends mais des milliards de choses. T'apprends des milliards de choses sur toi, sur comment tu fonctionnes, mais t'apprends des milliards de choses sur la vie, parce que tu comprends aussi qu'il faut travailler pour avoir un résultat. Tu veux quelque chose, il faut que tu t'en donnes les moyens. Ça va pas forcément marcher, comme tout, hein. C'est pas parce que tu travailles que ça va marcher. Mais t'augmentes tes chances de réussite. Et c'est super important, t'apprends beaucoup de choses. Bah ouais, je suis complètement d'accord. Moi, c'est justement aussi pour ça que j'ai créé ce podcast, parce qu'en tant que passionné de sport, je trouve que c'est vraiment une école de la vie et que ça t'apprend plein de belles valeurs. D'autant plus avec le sauvetage côtier, qui est quand même un sport où tu dois sauver des vies. Donc, ouais. je trouve ça vraiment impressionnant. J'ai 2 petites questions pour finir. C'est quoi les perspectives pour le sauvetage côtier, par exemple, par rapport aux Jeux Olympiques ? Alors, en fait, pour les Jeux Olympiques de 2024, le sauvetage côtier va être en démonstration. Tu vas pas avoir toutes les épreuves, mais de ce que j'ai entendu, tu aurais l'Ironman. Donc l'Ironman, c'est une combinaison de plusieurs épreuves. Tu vas avoir un enchaînement de nage, de paddle, de surf-ski, de course. Donc il y aura sûrement cette épreuve-là. Je ne sais pas s'il y aura d'autres épreuves, c'est à voir et à confirmer. Mais oui, ça va être en démonstration au JO de 2024. Bon on espère que potentiellement en 2028, on te verra au JO de Los Angeles en sauvetage côtier pour représenter la France. En tout cas, on te le souhaite. Et donc, une petite question pour terminer ce riche interview, qui est une petite question traditionnelle, c'est si tu devais choisir une musique pour te définir ou ta musique préférée, ce serait laquelle ?
Il y a une musique que j'aime beaucoup de par les paroles qui sont dites et le message qui est passé, c'est A Million Lives de Jake Miller, où en fait il explique que ce sont des personnes qui sont atteintes d'un cancer ou qui pensent au suicide et qui vont écouter sa musique à lui et ça va leur donner la force en fait de continuer. Il va dire qu'il a croisé 1 million de personnes, 1 million de visages, il a serré 1 million de mains, mais que c'est grâce en fait à tous ses fans qu'il est là. Et c'est un message où c'est chacun donne et chacun reçoit. Et je trouve ça super beau. Je trouve que ces paroles sont super belles. Du coup, voilà. Bon, trop cool. En plus, la musique, tu me disais, avait une partie importante dans ta préparation aussi. Ouais, tu en écoutais beaucoup. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est bon à savoir. En tout cas, tous les sportifs que je rencontre et même non-sportifs ont toujours un lien avec la musique. C'est pour ça que j'aime bien poser cette question. Eh bien, écoute, ça m'a fait vraiment très, très plaisir de te rencontrer et Moi aussi. d'en apprendre plus sur ce sport qui reste encore assez méconnu en France. Donc, merci de m'avoir reçu et je te souhaite bonne chance et bon courage pour la suite. Eh bien, avec grand plaisir. Merci à toi. Et pareillement, je te souhaite de t'épanouir dans ce que tu fais, de rencontrer de belles personnes et d'apprendre de belles choses. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce 7e épisode jusqu'au bout. J'espère que cette rencontre avec Anna vous aura plu. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment passionnant de découvrir un nouveau sport. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur sur l'introduction, car en fait, Anna pratique le sauvetage sportif avec une spécialisation côtière. Il faut donc apporter cette petite nuance. N'oubliez pas de laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcasts ou de me contacter et de me suivre sur Instagram. C'est vraiment ce qui m'aide le plus et surtout ce qui m'aide en fait pour vous cerner, pour savoir ce que vous attendez en termes de sportifs, en termes de discipline sportive ou même dans les différents métiers qui sont liés au sport. Comme ça, je peux vous proposer un contenu vraiment fait sur mesure et moi, ça m'intéresse toujours de découvrir des nouvelles personnes et des nouvelles disciplines. Donc n'oubliez pas, à travers les commentaires Apple Podcasts ou via des messages sur Instagram, vous pouvez également me mentionner en story, j'y répondrai directement. Donc chose promise, chose due, justement en parlant de commentaires, chaque semaine je lis un de vos commentaires et cette fois c'est sur Apple Podcast de la part de Tistou97 qui m'envoie un message de félicitations pour lequel je l'en remercie et qui me dit surtout « Jamais je n'aurais pensé écouter un podcast sur une danseuse étoile, chose faite avec la ligne ». Eh bien écoute, ça me fait très plaisir. C'est donc le premier épisode avec Valentine Colassante. Je t'avoue que moi non plus, je ne connaissais pas forcément l'opéra et la danse classique et j'ai appris énormément de choses. Donc je vais continuer à aller dans des disciplines très diverses pour justement continuer à vous proposer un contenu inédit et original. Je vous dis donc à dans 2 semaines pour un nouvel épisode qui s'annonce déjà exceptionnel pour Noël. C'est vraiment un de mes épisodes préférés qui sortira sur un aventurier. Voilà, afin de vous donner des petits indices. C'était donc David pour le podcast La Ligne et je vous souhaite une très très belle fin d'année.